Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire une vidéo en zoom sur la race du berger australien qui est celle de Joy. On est aujourd'hui dans les locaux de Family Vet avec le docteur Rodrigue. On va faire une consultation pour parler un peu des caractéristiques de la race. Tu viens Joy? On la monte sur la table ou on la laisse à terre? C'est comme tu préfères. On peut la monter. On peut la monter? Attends, je vais t'aider. Elle est souvent malade? Elle va souvent chez le vétérinaire? Non, ça va. Elle est toujours en bonne santé? Ouais, ça va. Parfait. Elle a 4 ans et demi, c'est ça? 4 ans. 4 ans pile. Elle a eu 4 ans en mars. Elle a eu des soucis particuliers au cours de sa vie ou pas? Elle a fait de la conjonctivite une fois, mais sinon non, à part son gène MDR1. Ok. Oui, donc du coup elle est... Ouais, elle est MDR1. Elle est MDR1 homozygote. Donc ça, le MDR1, c'est un gène en fait particulier à beaucoup de races de bergers, pas que, mais principalement des races de bergers, qui est un gène de sensibilité médicamenteuse. Donc ils vont pouvoir être un petit peu plus sensibles, beaucoup plus sensibles à certains médicaments. Et donc comme tout gène, on a un gène qui est apporté par les gamètes de chacun de nos parents, donc par la mère et par le père. Et donc du coup, on a une paire de chromosomes et on a un gène qui correspond sur chaque paire. Le gène MDR1 de sensibilité médicamenteuse, ils peuvent le porter sur un gène ou sur les deux gènes, ce qu'on appelle sur un gène hétérozygote et sur deux gènes homozygotes. Et s'ils sont homozygotes, donc ils ont deux gènes MDR1, ils sont beaucoup plus sensibles là, à ce moment-là à certains types de médicaments. S'ils sont hétérozygotes, ils le sont un peu plus. Donc pour simplifier, c'est un peu ça. Et donc tu disais, elle passe toute la journée avec toi, Joy? Ouais, elle est, tout le temps? Ouais, au travail et tout? Bah oui, elle vient avec moi à l'école, donc elle est bien active. L'auscultation cardiaque, c'est parfait. Respiration aussi. Et donc du coup, Joy, toi, il y a une raison particulière pour qu'elle soit toujours avec toi? Tu nous expliques un peu? Oui, du coup, on l'a fait former quand elle était toute petite pour pouvoir m'aider pour mon épilepsie. Donc on lui a appris à prévenir à l'avance toutes les crises. Elle le manifeste comment? Elle aboie? Elle me tire par toutes... Au début, c'était les manches. Et en fait, comme on n'a pas forcément toujours des manches longues, maintenant, c'est tout type de vêtements ou même un chouchou. Tout ce qu'elle peut, elle couine. On remarque bien qu'il y a un problème. D'accord. Elle force bien. Vous l'avez envoyée dans une école, un truc de formation pour faire ça? En fait, elle m'a toujours accompagnée. On l'a formée à la maison. Donc, on a eu l'aide d'éducateurs spécialisés. Mais c'était une formation où elle a été avec moi depuis le début. On ne me l'a pas remise. Comme certaines formations, par exemple les chiens guides. Là, c'est vraiment une chienne que j'ai choisie moi-même, qu'on a adoptée nous-mêmes à l'élevage et on l'a fait former à la maison et après elle m'a accompagnée directement. Du coup, c'est dans le cadre de l'association de formation que tu as eu la chienne? Ils font en fait les formations directement. Ça s'appelle la FCAPI, en fait c'est une association de formation qui forme des chiens d'assistance pour le diabète, l'autisme beaucoup aussi. D'accord. Et du coup l'épilepsie. De les avoir toujours en fait avec nous depuis tout petit, moi je sais que ça a beaucoup aidé à créer le lien, ce qui fait qu'elle s'est jamais trompée une seule fois et elle a grandi avec moi, donc il y a la complicité qui est encore plus grande et les résultats sont d'autant plus visibles, on va dire. Et le chien réagit à la crise d'épilepsie ou il la sent arriver et il sent avant que tu vas faire une crise? Elle réagit une fois qu'elle est là, mais son rôle principal c'est de la prévenir avant, donc elle la sent 15-20 minutes avant. C'est pas très précis, mais... Mais ça c'est hyper intéressant parce qu'on sait que dans l'épilepsie, que ce soit chez l'homme ou chez le chien, il y a vraiment ce qui caractérise l'épilepsie, c'est une phase d'aura en fait, donc une phase avant où il y a des signes qu'on ne perçoit pas forcément. Et après, je pense que tu sais beaucoup mieux que moi, mais on apprend à les repérer au fur et à mesure et à savoir quand on va faire une crise. Et le chien peut percevoir du coup ces signaux-là. C'est le plus important. C'est assez dingue quand même. On sait que le chien ne pourra pas, on va dire, permettre d'éviter la crise, mais ça évitera qu'on tombe dans la rue ou par exemple en examen, en classe, ça évite de bouleverser tout le monde. Et même d'un point de vue sécurité, pour appeler de l'aide, c'est plus pratique. C'est fou qu'ils puissent repérer la phase d'aura justement. Tu sais que le berger australien, c'est une race vachement sensible à l'épilepsie aussi d'ailleurs. Ah bon? Ouais, il y a beaucoup de... Bon là, elle est vieille, hein, donc, enfin elle est vieille. Elle est vieille pour développer des crises d'épilepsie, donc t'en fais pas pour elle. Mais ça fait partie des races qui peuvent développer je savais pas. à plus forte raison de l'épilepsie chez le chien. Et ils choisissent des races particulières ou c'est tous des bergers australiens Parce que les chiens assistants, c'est vrai qu'on voit souvent des golden ou des labradors. En fait, il n'y a pas de race particulière. Après, c'est en fonction des aptitudes du chien. Je pense que c'est pas vraiment la race parce qu'il y a certains chiens de la même race qui n'ont pas la même sensibilité que d'autres. Mais c'est vrai que c'est des chiens, étant des chiens de berger, il y a quand même plus d'empathie. Il y a vraiment le fait, l'instinct de berger qui fait qu'ils sont très attentifs. Après, comme c'est beaucoup de flair, il y a plein de races qui pourraient convenir. Hop, on va commencer par la toute chenille, donc ça c'est dans le nez ou dans la bouche. Voilà, je te caresse juste, tu vois. C'est pas grave. Ouais,
Oui. Voilà. C'est bon? C'est bon. C'est pas agréable. Ah, tu te réfugies. Ça va. Ouais, c'est pas rigolo pour eux, ça picote un peu, tout ça, mais il est bien plus. Enfin, c'est toujours bien d'avoir des vaccins qui se font par des voies locales comme ça. On a un système d'immunité générale, bien sûr, et on a une immunité très localisée qui est associée aux muqueuses. Donc toutes les muqueuses de la bouche, le nez, l'anus, toutes les muqueuses, on a une immunité locale. Et ce vaccin-là, donc du coup, le mettre directement dans le nez, ça permet de stimuler l'immunité locale et puis d'avoir du coup une réponse immunitaire très rapide au niveau local quand les particules virales rentrent. Et ça, c'est plus classique. On va faire une piqûre. Bon. Terminé. Tu veux un gâteau? Oh oui. Apparemment, tu veux un gâteau. C'est bien. C'est gentil. Du coup, le berger australien, ouais, c'est une race relativement robuste. On en voit quand même relativement peu à la clinique comparé à d'autres chiens. Les maladies principales du berger australien, on pense notamment à l'épilepsie. C'est pour ça que je te demandais aussi s'ils avaient choisi le berger australien à raison pour le petit clin d'œil entre guillemets. Mais ouais, c'est des races qui sont sujettes vraiment à l'épilepsie. Et à savoir d'ailleurs que si on a un berger australien qui est épileptique, c'est important d'aller voir directement quelqu'un qui va bien prendre en charge le traitement et de s'en occuper très vite et d'être très rigoureux parce que c'est une race qui peut développer en fait des formes assez sévères d'épilepsie et qui progresse assez vite. Ça fait partie des races où dès le début, je pense aussi au doc de Bordeaux, mais dès le début, on va les mettre. Première crise, traitement anti-épileptique, c'est sûr, parce que c'est vraiment des races sujettes à une maladie qui évolue fort. Les dysplasies aussi. Alors les hanches, mais surtout aussi les coudes chez le berger australien. Pour le dépister, ça c'est des radios en fait. Et c'est forcément des radios sous anesthésie générale par contre, parce que c'est des radios sous contrainte, notamment le coude où il va falloir vraiment plier comme ça. Et sur un chien qui a de la force, c'est pas toujours évident. Et pour avoir des belles radios, il faut forcément que ce soit sous sédation. Et puis dernière maladie à laquelle on pense chez le berger australien, c'est l'atrophie progressive de la rétine. Donc ça c'est pareil, c'est une maladie génétique qui atteint l'œil. Bah, merci beaucoup pour toutes ces infos et pour la consultation. On y va, Jay? Fais la belle. Cache, Jay, cache. Oui. À la prochaine.